En octobre dernier, l'Organisation des Nations Unies a fêté ses 80 ans. C'est une espèce d'agrégateur de tous les intérêts nationaux du monde. C'est l'endroit où on fait les compromis, on aligne les visions, on surpasse certains conflits. Mais 8 décennies plus tard, l'ONU est fragilisée par plusieurs crises mondiales, une baisse de ses financements et une remise en cause de sa légitimité. In a context like this, and to be able to address these challenges, I think it's very important for the UN to recognize the need to reform. Dans les dernières années, plusieurs propositions ont émergé pour répondre à ces différentes crises. Est-ce que, dans le fond, la meilleure façon de réfléchir à plus long terme, de façon un peu plus profonde à l'évolution du système international, ce ne serait pas d'amender la charte ou de la réviser, c'est justement de prendre une pause, de se donner l'espace politique et le temps pour mener une réflexion qui soit plus générale, plus inclusive aussi. Lui, c'est Vincent Pouliot. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques, chercheur au Cerium et titulaire de la chaire en études internationales à l'Université de Montréal. On a discuté avec lui pour comprendre. Dans quel contexte la Charte de l'ONU a-t-elle été créée? Pourquoi n'a-t-elle pas été révisée comme cela était initialement prévu? Et comment pourrait-elle être réformée? Pour bien comprendre les crises actuelles qui touchent l'ONU, il faut revenir à ses origines. La Charte de l'ONU, c'est un peu comme le texte fondamental du système international contemporain. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus d'une constitution pour le monde. Ça édicte en gros les règles du jeu international. Donc, d'une part, ça nomme les grands principes du système international. Donc, par exemple, l'égalité souveraine des États, le respect du droit international, les droits humains, la non-interférence. Et de l'autre, ça crée les principaux organes qui composent les Nations unies. Donc, c'est le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le secrétariat, la Cour internationale de justice. Ce texte, il a été signé le 24 octobre 1945 à San Francisco au sortir de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, le but est notamment de faire en sorte qu'une telle guerre ne se reproduise plus jamais. Évidemment, c'est beaucoup les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, donc les États-Unis en tête et leurs alliés, qui ont infléchi ce texte-là. Il faut comprendre que, bon, d'un côté, à l'époque, il n'y avait qu'une cinquantaine d'États membres, parce qu'on est en plein colonialisme, en fait. Conscient que le monde va évoluer, les rédacteurs de la Charte incluent l'article 109. Celui-ci prévoit d'organiser une conférence pour réviser la Charte dans les 10 années suivantes. Or, en 1955, on est déjà en pleine guerre froide, tout est paralysé, c'est impossible de procéder à ce genre de conférence de révision-là. Pour rappel, les deux principaux gagnants de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, entrent en guerre froide peu de temps après la signature de la Charte de l'ONU. Et cette guerre ne se termine qu'en 1991, après la dissolution de l'URSS. Pendant ce temps-là, le monde évolue. De nombreux pays deviennent indépendants à la suite de leur décolonisation. Et donc, la Charte, elle, est restée pratiquement intacte depuis ce temps-là. Il faut s'imaginer. En 1945, la Charte a été signée par 51 pays, alors qu'aujourd'hui, l'ONU compte 193 membres. Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de pays qui ont dit « Ah, ça serait peut-être le temps de réviser la Charte, d'en reparler », mais le contexte n'a jamais été jugé suffisamment adéquat. Vincent Pouliot identifie deux grands axes sur lesquels la Charte de l'ONU pourrait être réformée. Le premier axe concerne des enjeux structurels et démocratiques pour que l'organisation représente le mieux la société civile et reflète davantage le monde contemporain. On se rend bien compte qu'on a besoin d'inclure d'autres sortes d'acteurs que les seuls États membres. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir, comme dans un système parlementaire comme le système canadien, par exemple, une autre chambre où, par exemple, différentes constituantes de la société civile, ça pourrait être, bon, j'ai nommé les villes, les ONG, ça pourrait être les syndicats, ça pourrait être les compagnies privées, pourraient avoir, elles aussi, une voix, sans nécessairement avoir un poids décisionnel, parce que les États, sans doute, vont être réfractaires à céder leur monopole, mais au moins un pouvoir de consultation, d'être entendu, donc une tribune. Selon Vincent Pouliot, on pourrait s'inspirer du fonctionnement de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est une agence spécialisée de l'ONU. Elle se consacre à la promotion de la justice sociale, des droits de l'homme et du travail. Ce qu'elle a de particulier, cette organisation-là, c'est la seule qui est comme ça, c'est qu'elle a un modèle qu'on appelle tripartite. Donc, dans l'Assemblée générale, par exemple, de l'Organisation internationale du travail, chaque État est représenté par 4 personnes, 4 représentants, 2 qui proviennent du gouvernement, 1 qui provient du monde syndical et 1 qui provient du patronat. Et je pense qu'on pourrait extrapoler de ce modèle-là une forme d'assemblée constituante. Une autre réforme dont on entend souvent parler, c'est celle du Conseil de sécurité. Les 5 membres permanents, à ce jour, ce sont les pays qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient dans une position de vainqueur. Donc, et ces 5 pays-là ont un veto, et ça, c'est très contentieux. Le veto leur permet de bloquer l'adoption de n'importe quelle résolution au Conseil de sécurité. C'est une pratique qui est jugée par plusieurs comme étant antidémocratique. No single state should have a veto power. And if a member of the Security Council violates the UN Charter,
its voting rights should be suspended. Surtout, il faudrait probablement admettre au Conseil de sécurité des nouveaux membres. Surtout, on peut penser à un continent comme l'Afrique, où quantité de résolutions du Conseil de sécurité s'appliquent, et pourtant l'Afrique n'a pas de représentant permanent au Conseil de sécurité. Des pays comme l'Inde, qui est d'ailleurs le plus peuplé de la planète, et d'autres comme le Brésil ou encore le Japon ou l'Allemagne, deux perdants de la Seconde Guerre mondiale, demandent à être représentés au Conseil de sécurité. Et ce débat, il dure depuis plus de 30 ans, sans vraiment progresser. Parce qu'en bout de ligne, les membres permanents qui ont le veto présentement ont aussi un veto sur une modification à la Charte. Un autre aspect de la mécanique institutionnelle qui pourrait être réformé, c'est la façon de choisir le secrétaire général de l'ONU, qui est le plus haut fonctionnaire international. Il est choisi en définitive aussi par les membres permanents du Conseil de sécurité. La procédure est un peu plus complexe que ça, mais le dernier mot revient aux membres permanents, et donc le secrétaire général est toujours un peu à la merci de ces grandes puissances-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait plutôt élire le secrétaire général d'une façon beaucoup plus ouverte, que ce soit à l'Assemblée générale ou même encore plus ouvertement que ça, afin que le secrétaire général ait un capital politique qui lui soit propre et qui lui permette d'exister comme voix politique plus indépendante pour s'opposer, pour prendre position. Un autre enjeu qui fait d'ailleurs les manchettes, c'est la crise budgétaire structurelle de l'ONU. Son secrétaire général a d'ailleurs proposé de réduire de 15% son budget 2026, le faisant passer de 3,7 milliards de dollars en 2024 à 3,2 milliards pour 2026. Une petite partie du budget de l'ONU vient de ce qu'on appelle les contributions obligatoires. Donc, c'est des contributions que tous les États devraient verser en théorie en fonction de leur PIB, en fonction de leur richesse nationale. Or, beaucoup d'États ne versent pas leurs contributions. Soit ils ne les versent pas à temps, soit ils les versent en retard, soit ils ne les versent pas du tout. L'autre côté de ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, une très, très large proportion du budget de l'ONU, en fait, prend la forme de contributions volontaires. Donc, ce qui fait que si les États décident de diminuer ou de carrément supprimer leurs contributions volontaires, les opérations de l'ONU sont sérieusement menacées. L'idée, ce serait de reviser la Charte pour que le budget de l'ONU soit beaucoup plus prévisible et aussi augmenté. Donc, par exemple, il y en a qui disent qu'on pourrait donner 0,1% du PIB de chaque pays. On se rendra autour d'à peu près 100 milliards. Le deuxième grand axe de cette réforme, selon Vincent Pouliot, serait d'intégrer dans la Charte de l'ONU les enjeux auxquels le monde contemporain fait face. On peut par exemple penser au changement climatique, aux pandémies, ou bien aux nouvelles technologies qui n'apparaissent pas dans la Charte en 1945. La Charte de l'ONU est d'abord centrée sur l'enjeu de la paix et de la sécurité internationale. Si on prend l'exemple des changements climatiques, la Charte est silencieuse. Elle ne nous dit pas comment ou par quelle mécanique ou qui est en charge de combattre les changements climatiques. On a créé toutes sortes de formats, de pratiques, comme par exemple les COP, ça c'est au début des années 90, pour essayer de s'attaquer au changement climatique, mais on voit bien que cette mécanique-là, elle a une capacité limitée. Selon Vincent Pouliot, il faudrait penser à des institutions dont le mandat serait entièrement dédié à cet enjeu. Par exemple, le Conseil de la Terre, qui est une idée qui circule, un équivalent du Conseil de sécurité, mais exclusivement sur les enjeux écologiques. Un autre enjeu important à intégrer à la Charte de l'ONU, c'est celui des personnes déplacées de force à travers le monde en raison de conflits ou de catastrophes climatiques, par exemple. Ce nombre est passé d'environ 2 millions de personnes en 1951 à plus de 120 millions de personnes en 2025. On a développé, là aussi, encore une fois, une mécanique, une convention sur le droit des réfugiés, etc. On a quelques agences spécialisées, le Haut-Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale des migrations. C'est un problème mondial qui appelle aussi à une solution de coopération internationale. Et là encore, on n'a pas les outils dans la Charte, il faut les créer à la pièce. Réviser la Charte permettrait, selon Vincent Pouliot, de réfléchir à tous ces enjeux de manière globale sur le long terme. Les États qui sont insatisfaits du système actuel vont devoir, en fait, prendre le taureau par les cornes. Le pire scénario qu'il faut absolument éviter serait que des États insatisfaits se retirent de l'ONU et décident de créer une autre organisation. Et donc, l'idée de reviser la Charte, c'est justement de trouver une voie de passage où on éviterait ce scénario-là qui créerait beaucoup plus d'instabilité que celui de reviser les règles dans un processus pacifique et organisé.